chapitre de ce petit travail, le premier petit travail que le narrateur eut à Paris, c'est quand il travaillait pour des vieilles dames, et je vais sauter quelques paragraphes pour que ça ne soit pas trop long. Je vais mettre mes lunettes. Madame, votre mari ne fout rien chez vous. Super Bricot est arrivé. Petits travaux de bricolage en tout genre. Appelez au... Je saute un peu. Comment pouvais-je deviner que cette petite annonce allait changer mon destin? Arriver à Paris sans argent, sans logement, sans métier, sans amis. Rédiger et placarder une annonce dans le 15e arrondissement où j'étais tombé par hasard. Répondre aux 3 appels de mon répondeur. Faire la connaissance de 3 vieilles dames du quartier. J'ai très vite compris que ces femmes ne cherchaient ni un électricien, ni un plombier, encore moins un gigolo. Elles cherchaient une oreille. Elles avaient besoin de parler à quelqu'un. Plus de curés pour les écouter, plus de voisins, à Paris les voisins s'ignorent, surtout lorsqu'il s'agit d'une vieille dame, plus de petits commerçants prêts à perdre 5 minutes. Je suis né à Madrid, entouré de femmes de tous âges et de toutes conditions. J'ai appris à les écouter sans m'étonner de rien, en simulant un intérêt profond. Je les prenais pour des sortes de radios branchées en continu, des radios qu'on laisse allumées dans un coin de la cuisine ou sur la table de nuit, et qu'on n'entend que par bribes. Vieilles femmes sonores au discours ininterrompu et intarissable, fontaines de mots et de modulations vocales allant de l'ultra-aigu jusqu'aux tonalités les plus graves. Parfois, dans leur descente vers les graves, je craignais qu'elles ne s'étouffent, et quand elles arpentaient leur crescendo vers les aigus, je voyais déjà voler en éclats les vides de l'appartement. Vieilles femmes qui parlent même quand elles inspirent, la technique de l'accordéon, inspirer, expirer, inspirer, en modulant des sons, des paroles conjuguées à d'autres paroles, pour former un seul flux qui ne s'arrête jamais. Et les oui prononcées en avalant l'air, à les oui inversées des françaises. Je m'entraîne à les imiter sans y parvenir. Les vieilles françaises savent aussi utiliser les gaz de leur rot pour les transformer en paroles. Rien ne se perd, pas de silence, pas de pause. Elles parlent comme celui qui marche, sans y penser, un mot donne l'impulsion au suivant qui se pose et impulse le suivant qui impulse celui qui suit. Leurs cordes vocales sont connectées à leur cerveau, sans filtre, sans entrave. De temps en temps, comme un feu de cheminée qu'il faut secouer pour raviver les flammes, je les relançais par une courte injonction. Alors, pourtant, incroyable, les vieilles femmes perruges ne cherchent pas de réponse. Elles se posent des questions à voix haute. Elles rabâchent les mêmes obsessions qu'elles ont répétées toute leur vie, dans un pot-au-feu irrationnel où cuisotent une chaussette, qu'un ventilateur, un faux bijou, une truelle, un amant, une ampoule à baïonnette. En somme, et même si je l'ignorais à l'époque, j'étais un maître en la matière, patient, bienveillant, conciliant, l'oreille parfaite, l'oreille muette, l'oreille discrète et compréhensive, une oreille qui ne portait aucun jugement et ne prenait que 8 francs de l'heure. Ma première cliente... Je sautais un peu. C'est trop long, je saute de la première cliente, je vais à la deuxième cliente. Ma deuxième logeait au 5e étage sans ascenseur d'un bâtiment délabré situé au fond d'une suite de cours étroites et labyrinthiques. Je l'accompagnais le matin à la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, où elle meuglait dans la chorale « Kyrie eleison, Christ eleison » « Seigneur, prends pitié de nous qui les écoutons. » Je la vois encore courbée, s'appuyant à la rampe, monter ses marches une par une, tirant son chien pour qui chacune était une montagne. Et les 2 créatures ruminaient, des sens inintelligibles et rouspétaient comme seules les vieilles parisiennes et leurs chiens savent le faire. Le monde entier s'est ligué contre eux, une conjuration universelle. Voisins, concierges, froid ou chaleur. Les objets aussi s'obstinent à rendre la vie de cette petite vieille dame plus contrariante. Un bocal qui ne veut pas s'ouvrir, une fenêtre qui ne veut pas se fermer, le poids de la poêle et surtout la poussière. La poussière est le pire ennemi des pauvres petites vieilles. La poussière travaille en permanence à déposer son voile sur chaque centimètre de leur appartement. Les petites vieilles craignent la poussière car elles savent que cette somme de particules microscopiques qui volaient à sa guise dans les airs est composée de tous les morts qui sont revenus sur Terre et par un souffle que certains considèrent divin, s'élancent dans les cieux à la recherche d'un endroit où se déposer. Les morts, ainsi volatilisés, ensevelissent de leur vernis blanchâtre les appartements qu'elles habitent. Quand la vieille dame passe un chiffon sur la télévision, elle croit reprendre son fils écrasé jadis par une voiture, sa mère qui lui rendait la vie impossible, voire le général de Gaulle qui, pour beaucoup d'entre elles, est la quintessence de l'esprit.
La poussière est la première pelletée que ces femmes reçoivent, tous les jours, tout le temps, comme une pluie mortifère qui les écrase. Pour nous, elle est légère. Pour elles, le couvercle du cercueil prêt à tomber. « Savez-vous faire la poussière » me demandait-elle quand j'arrivais. Faire la poussière, comme faire l'ours ou faire le clown. Faire la poussière en français veut dire nettoyer la poussière, enlever avec une peau de chamois, un torchon, un plumeau la couche de poussière qui a recouvert les meubles et les objets. Heure après heure, minute après minute, la poussière ne cesse jamais son labeur, constante, de persistance, omniprésente. Et faire la poussière, c'est une vieille parisienne, c'est épousseter un par un l'inimaginable quantité de trucs et de machins, de souvenirs, de photos encadrées. Souvent, je devais nettoyer leur cuisine, Paris, jamais vu, inimaginable pour un Espagnol. La crasse et la graisse ou les carcasses d'insectes, des épluchures desséchées, des cure-dents, des étiquettes se collaient comme sur du miel. Je ne veux pas faire de généralité, moins encore dénigrer ces pauvres parisiennes, mais tant de saleté accumulée était pour moi du jamais vu. Pour une vieille madrilène, l'état des cuisines et des salles de bain doit être irréprochable. Les vieilles madrilènes frottent, balayent, aspirent et lustrent. Elles astiquent du matin au soir et traquent toute trace d'impureté, toute preuve extérieure de leur dégradation, car leur intérieur, leur habitacle, est l'extension de leur corps, de leur empire, la raison de leur existence. Preuve en est le rayon de produits ménagers dans les supermarchés. Si en France on y trouve une dizaine de marques, en Espagne il en existe des centaines. C'est un syndrome bien connu. Quand l'Espagnole déprime, elle descend et achète des produits ménagers de toutes les couleurs et marques. Elle les collectionne et les stocke dans des placards comme s'il s'agissait de bijoux, ou plutôt de parfums, car pour compenser les angoisses existentielles, la femme madrilène inspire profondément les émanations chimiques, parfumées lavande, pain au citron, avec autant de véhémence que Marcel savourait sa Madeleine. Produits ménagers qui nettoieront leur faute originelle, la tâche indélébile d'être nées femmes dans un pays qui ne les considère qu'à l'éclat de leur sol. Recherche un temps où elles pensent avoir été heureuses. À genoux dans la cuisine, elles ouvrent leur caverne d'Ali Baba et inhalent le déboucheur WC qui submergera leur tourment dans les cloaques de la dépression. Pendant de brefs instants, une bouteille de produits javelisés calmera la vacuité de leur existence. Je m'étais habitué à avoir une petite vieille derrière moi. « Alors, madame », je disais en arrivant, et la petite dame démarrait sa logorée jusqu'à mon départ. Des années plus tard, quand je suis devenu peintre en bâtiment, j'aimais travailler avec France Culture comme fond sonore. Durant ma carrière de réparateur pour vieilles, la fréquence s'appelait Radio Nostalgie, mais les ondes provenaient directement de la bouche de chacune de mes clientes. Regrets, désillusions, passion fanée. Pour ce qui est de ma troisième, elle vivait rue de Vouliers, dans un appartement ni grand ni petit, ni pauvre ni sale, d'une banalité écrasante. C'était la vieille moyenne, ni pauvre ni riche, ni maigre ni éléphantesque. Sa cruauté inconsciente me sidérait. Elle me racontait les années d'occupation comme sa période de plus grand bonheur. Les coiffures des femmes, les chaussures à plateforme, les larges cols et la courtoisie des soldats allemands. Ah, les dimanches de fête à la ganguette tournoyant dans les bras. Je peux continuer. Tournoyant dans les bras d'un soldat allemand, qu'ils étaient beaux leurs uniformes. Pauvre cruche, tu as de la chance que je ne m'appelle pas Raskolnikov. Je devrais te planter un marteau dans la tête. Ah, si je pouvais me passer de ta misérable pitance. La vieille n'avait été ni laide ni belle, mais je le constatais dans une série de photos, avait eu un certain chien, une vraie parisienne un peu garzée du Ménilmontant. Enfant, pour un sou, je montrais mes culottes aux jeunes canailles du quartier. Et elle riait comme une chèvre en marchant à reculons. Elle aimait s'aventurer dans le rempart qui à l'époque encerclait Paris. Bien plus tard, ils cédèrent la place aux maréchaux, première frontière avant le périphérique. Pour les émigrés, les pauvres, les monstres, ces deux nouvelles lignes de démarcation sont bien plus difficiles à franchir que les murailles de pierre d'antan. La ville utilisait un français parsemé de mots et de tournures d'un argot désuet que je peinais à comprendre. Son accent à l'Arletty me la rendait, malgré moi, attachante. En pleine guerre, elle s'était mariée à un Titi Parigot, un petit chef de vente du quartier de Belleville, manipulateur, quelque peu escroc et antisémite par opportunisme. Son seul idéal était de passer ses soirées au bar, jouer aux cartes et draguer les pauvres filles démunies par les aléas de l'occupation. Il avait profité d'une sombre affaire pour s'approprier un magasin rue Bergère près des grands boulevards. Il avait le sens des affaires, 2 idées par minute, et qui rapportait gros. Quand elle prononçait le haut, la vieille levait son index et se paralysait un instant. Sa note de fin était si aiguë que je croyais qu'on sonnait à la porte. Elle reprenait sa tirade, allant chercher le plus grave de sa gamme, dans une suite de mots serrés qui rebondissaient, se déversaient en cascade,
descendant encore plus bas pour finir par expulser l'air dans un son étouffé. Je croyais qu'elle allait se dégonfler. Louer des postes de radio fut toute une trouvaille. Les familles se cotisaient, se réunissaient pour écouter les infos ou danser du char traîné. Alors, elle chantait Manu Menton, Douce France et d'autres chansons que je ne connaissais pas à l'époque. Pendant ce temps-là, je changeais des ampoules, nettoyais le four, lustrais les trois misérables pièces d'argenterie ou les faux vases chinois qui me chuchotaient « Tu l'as, tu l'as !» La vie s'accrochait à ma chemise et reprenait « Et le marché noir, mon mari était un maître, il faut dire qu'on vivait bien à l'époque, nous ne manquions de rien. » Et elle tirait un trait dans l'air. On avait du tabac, du beurre, du saucisson, des pommes de terre, des bois de sardines, disait-elle, les yeux fixés sur l'infini, en levant progressivement ses bras, à gauche, à droite et encore à gauche, de plus en plus haut, comme si elle escaladait une tresse imaginaire de saucisses. Tout d'un coup, elle s'affaissait, la tête ballon dans le vide. Ça y est, me disais-je, plus de batterie. M'épuisant dans une force souterraine qui paraissait venir d'un temps très lointain, elle glissait vers moi en expulsant des sifflements incompréhensibles, comme un serpent qui essaye d'hypnotiser sa proie. Puis elle s'arrêtait net, et roulant les airs, elle vomissait. « Brigand, malandrin, coupe-jarret, attends que je t'attrape, maudit bâtard, ordure, vaurien, tu vas me le payer. » Je sursautai car je croyais qu'elle s'adressait à moi. Ensuite elle faisait des tours sur elle-même comme un savant qui cherche une idée. Alors elle s'éloignait et revenait en zigzagant. Elle joignait les deux mains, et recto tono, elle commençait me dit sur une seule note en intercalant quelques rebonds qui cassaient la cadence. « Ma toute petite maman, tu m'avais bien prévenu, tu m'avais bien prévenu. » Ces paroles se perdaient dans l'appartement. Cette vieille était une symphonie de Beethoven, un ballet de Tchaïkovski.